drame que vit son pays natal, la Grèce, pourrait sortir directement de l'un de ses scénarios. Un thriller politique, un protagoniste qui se bat ardemment contre des leaders qui semblent tout puissants. Costa Gavras, réalisateur et icône du cinéma militant qui vit maintenant en France, n'a cessé de dénoncer ce qu'il nomme l'humiliation du peuple grec. C'est mon invité dans The Global Conversation. Costa Gavras, merci beaucoup d'être avec nous. Dans vos films, il y a souvent un héros qui résiste seul face aux puissances, au pouvoir. Alexis Tsipras serait-il votre nouveau héros? En tout cas, pour la politique, oui. Alors pour un film, je ne sais pas, on verra plus tard. Mais oui, je pense que c'est un personnage assez exceptionnel pour les standards grecs. Je pense que c'est ce jeune homme qui est sorti comme ça d'une classe moyenne. Il a monté très vite. Les Grecs lui ont fait confiance, et la grande confiance, elle est la toute dernière. C'est vrai que les gens se sont mépris sur lui et sur ce qu'il pensait. Moi, je l'avais vu, avant d'être élu, il était à Paris, il m'a demandé de me voir, on a passé une soirée ensemble. Alors vous connaissez bien alors? Bien, non, vous savez, on a passé une soirée, puis on s'est téléphoné 2 ou 3 fois. Mais je lui ai posé beaucoup de questions et j'étais impressionné par la qualité de ses réponses et la suite de ses idées. Mais si, disons, on garde cette idée d'héros, mais si c'est un héros, aussi c'est pour être quelqu'un qui met son pays en danger, qui prend beaucoup de risques. Non, le pays, il était déjà en mauvais état, vous savez, très mauvais état. Il est toujours d'ailleurs. Et lui, il a fait des promesses pour être élu et il a essayé de tenir ses promesses. Mais là où il m'a beaucoup ému, c'est quand il est arrivé à Bruxelles, dans ce lieu extraordinaire que nous avons tous vu à la télévision, avec des gens absolument extraordinaires, des sommités de la politique ou aussi de l'économie. Et tout d'un coup, il a tenu tête. Il a dit non, je veux ça. Ça m'a fait penser à M. Smith au Sénat. Vous vous souvenez de ce film de Frank Capra, avec des jeunes hommes de province qui arrivent au Sénat américain, etc. Il résiste, il peut faire changer les choses. Il me fait penser à cela, puisque vous parlez de cinéma et de héros. Voilà. Je pense que c'est ce type de héros. Mais alors si il a des qualités que vous me décrivez, il a aussi des défauts. Quels seraient ces défauts à votre avis? Je ne sais pas, il faut bien les connaître. Je pense que les défauts que nous avons tous, nous les Grecs, peut-être ne pas avoir une vision globale des problèmes. Mais je ne le connais pas suffisamment pour connaître ses défauts. Il doit les cacher bien aussi d'ailleurs. Quand vous dites qu'il ne voit pas l'extension, disons, du problème, vous parlez de l'Europe, de l'impact que ce qu'il fait pourrait avoir sur l'Europe. Absolument. Mais mon avis, sa situation est très simple. Il arrive au pouvoir avec une majorité très très fine, très délicate, très fragile. Et il a promis des choses, comme font tous les hommes politiques, au peuple pour être élu. Il a été élu. Et il fait ce que tous les politiciens ne font pas, c'est essayer de tenir ses promesses. Et il insiste jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il arrive à un point où il ne peut pas, enfin aujourd'hui, il y a une semaine, 10 jours, où il voyait il a vu qu'il ne pouvait pas tenir ses promesses. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un référendum. Mais les gens, ils ne comprenaient pas la question qui était posée. La question était... C'est de la démocratie si on ne comprend pas une question qu'on est posée en référendum? Ça dépend comment leur explique la question, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les médias. Moi, j'ai expliqué la question à mon petit-fils, Théo, qui a 7-8 ans, et il a compris tout de suite. Mais je crois qu'on a mêlé ça avec la politique, avec des chiffres. Qu'est-ce qu'on entend comme chiffres depuis un moment sur cette histoire-là? C'est effrayant, on ne comprend rien à l'arrivée. Et je pense que c'était mal expliqué à tout le monde. Alors, nous avons demandé à nos internautes de nous envoyer des questions pour cette interview. Nous avons reçu notamment beaucoup de questions de la Grèce. Et Stavros Rossos demande, et il évoque votre film, votre dernier film, Le Capital, et il demande si vous voyez des liens entre Tsipras et les personnages dans ce film. Et pour nos spectateurs, je vais rappeler, c'est un film qui parle un peu de la mégalomanie des banques, des financiers. Non, je vois aucune relation. Moi, je pense personnellement que les banquiers et la finance est amené le monde, la Grèce et le reste du monde là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, cette espèce de super-capitalisme où les hommes ne comptent plus, où il y a de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches. Ah ben voilà, justement, à la fin de votre film, le protagoniste, il dit « Je suis le nouveau Robin des Bois et je prends des pauvres et je donne aux riches. » Alors ce serait la métaphore pour la Grèce et les créanciers. Non, là, oui, d'une certaine manière. Mais il faut voir comment cette créance
est arrivé en Grèce. Hein. Qui est le responsable de cela? Là, c'est un vaste problème. En tout cas, Tsipras n'a rien à voir, à mon avis, avec les banquets de mon film, à coup sûr. Et la Grèce, alors si on continue cette métaphore, la Grèce aussi, elle a été séduite par l'argent. Elle a été, c'est la faute à la Grèce aussi qu'on se trouve dans cette situation-là. Et on a souvent l'impression que c'est toujours la faute aux autres. Bien sûr, c'est de la faute de la Grèce, c'est de la faute des hommes politiques d'abord, grecs, qui ont laissé le pays comme ça tomber dans cette ornière. Et puis les Grecs aussi, qui n'ont pas fait attention. Mais il y avait les banques qui leur disaient, vous voulez prendre des vacances? Eh bien, on vous donne de l'argent. Eh bien, les gens ont pris de l'argent sans trop y réfléchir. Et vous voulez acheter des voitures? Ben, venez, on vous donne de l'argent pour acheter des voitures. Et puis à un moment donné, c'est arrivé à tel point qu'ils ne peuvent plus rembourser. C'est ça aussi. Alors là, cette responsabilité est double et même, je dirais, triple. Parce que l'Europe aussi a sa responsabilité. Ils voyaient très bien que cette dette montait. Ils n'ont rien fait pour l'arrêter. Et ils voyaient aussi que la France, la Hollande, surtout l'Allemagne, vendaient beaucoup de produits en Grèce. Ils ont vendu même des sous-marins, très chers, et à crédit. Mais alors, quand la Grèce a rejoint la zone euro, est-ce que vous avez tilté? Est-ce que vous avez dit, oh là là, la Grèce n'est pas prête? Oui, et j'aurais souhaité même qu'avant de rentrer dans la zone euro, ils devraient dire, voilà, on passe 2 ou 3 ans pour moderniser le pays, pour faire une administration qui marche. Je dis toujours que nous, la Grèce est une nation, mais il n'y a pas d'État. Vous avez la double perspective, française et grecque. Si vous prenez votre perspective française, est-ce que vous pouvez comprendre les membres de l'eurozone qui disent pourquoi pas lâcher le maillon faible de l'Europe? Ils ont eu quand même 5 ans pour mettre leur maison en ordre. Je les comprends d'un côté et je ne les comprends pas. Parce que cette dette, s'ils le lâchent, qu'est-ce qui va se passer? Les Grecs vont faire une autre monnaie, drachme ou tout ce que vous voulez. Et elle va être dévaluée immédiatement de je ne sais plus combien, de 50 ou 30%. La dette va monter automatiquement d'autant. Donc ça sera encore plus difficile de la payer. Donc cette dette-là, ils ne la paieront jamais. Donc le mieux, c'est qu'ils restent dans l'Europe pour qu'ils puissent payer cette dette en partie ou entièrement. Et quelles seraient les conséquences pour la Grèce si elle sortait de l'euro? Socialement, tragique. Ou alors ils vont se retourner vers des pays comme la Russie, qui a très envie de sortir de la Méditerranée, ou la Chine, qui a très envie d'avoir une porte d'entrée à l'Europe. Alexis Tsipras aussi, il joue un double jeu, parce que d'une part, il traite l'Europe de chantage, mais d'une manière, il fait Europe chanter aussi, parce qu'il y a des liens diplomatiques qui se font avec la Russie. Oui, mais il y a plusieurs raisons pour cela, à mon avis. D'abord, la Grèce vend beaucoup de choses en Russie et maintenant c'est tout arrêté à cause des relations de l'Europe avec la Russie. Mais aussi, comme un bon homme politique, il a sorti une autre carte pour dire aux autres, voilà, j'ai une autre possibilité. C'est le jeu politique, ça me paraît normal. Nous avons reçu cette question de Konstantinos Christofis, parce que je sais que la Grèce vous tient à cœur, et qui demande, que vient-il à votre esprit quand vous entendez le mot « hélas », la Grèce? Hélas, ça veut dire, ça me donne une grande émotion, surtout quand elle se trouve dans une situation aussi grave que ça. Quand ça va bien, ça m'est égal. J'y pense même pas. Et chaque fois, quand il y a eu, par exemple, les colonels ont pris les pouvoirs, j'étais tellement furieux que j'ai fait le film Z. C'est pour ça que j'ai fait Z. Aujourd'hui, je parle les moyens, je parle l'histoire pour faire un film, alors je viens parler chez vous de la Grèce. Pour dire que, voilà, que Tsipras n'est pas celui que vous pensez. Mais la situation en la Grèce est en train de s'empirer et on a l'impression que quoi qu'il en soit, elle va s'empirer avant qu'elle s'améliore. Il y a 60% des jeunes qui sont au chômage. On parlait d'une génération perdue, mais là, on serait à combien de générations perdues à votre avis? Il y a le chômage, mais il y a ceux qui partent aussi. Oui. Et ça, c'est un autre appauvrissement pour la Grèce, parce que c'est pas sûr qu'ils vont retourner, évidemment. Mais ça, c'est ça que Tsipras essaye d'arranger. Et ça a été fait par les hommes politiques de gauche et de droite qui ont dirigé la Grèce maintenant depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est à cause d'eux que la Grèce est arrivée là où elle est. Vous êtes allé récemment en Grèce. Comment est le peuple grec? Comment vous le ressentiez en ce moment? C'est effrayant. C'est effrayant. Les gens, ils ont aucun espoir. Ils broient du noir en permanence. Ils racontent tous les problèmes qu'ils ont, parce qu'ils ont tous des problèmes, sauf naturellement ceux qui ont les moyens. Mais moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de cela. J'ai rencontré surtout de l'autre côté.
Et c'est vrai qu'ils veulent des changements, changer. Et leur seul espoir, c'est l'Europe. Mais s'ils veulent changer, ils ont aussi besoin de se responsabiliser. Et on dit souvent que le seul marché qui fonctionne en Grèce en ce moment, c'est le marché noir. Est-ce qu'il y a ce sentiment de responsabilité? Moi, je pense qu'ils sont prêts à changer, à condition que les conditions politiques, que les hommes politiques leur donnent la direction et qu'ils soient aussi honnêtes. Justement, Alexis Tsipras, il n'a pas mis en place les réformes contre le clientélisme. Il n'a pas fait du pays que ce soit la méritocratie qui soit reconnue. Vous savez, il est là depuis 5 mois. Hein. Moi, pour faire mais un on film, peut faire des points moi, forts. pour faire un film, je mets 2 ans. Pour changer un pays, en 5 mois, avec tous les problèmes qu'il a avec les Européens, la dette, etc. Par contre, je sais que beaucoup de réformes ont commencé à être étudiées et éventuellement changées. Je ne connais pas toutes, mais on m'a raconté quelques-unes. Mais c'est vrai qu'il faut du temps pour changer un pays qui a glissé dans la situation dans laquelle il est maintenant depuis des années et des années. Parce que le peuple ne croit plus à ces hommes politiques. Mais il croit plus à Tsipras alors? Parce que quand même, quand on parle du référendum, 60% étaient pour, mais 40% étaient contre. Pas forcément, mais 60% c'est énorme. Parce qu'il a été élu avec 36%. Vous voyez le bond qu'il a fait en quelques mois. Donc les gens croient en lui. Nous parlons des fléaux du pays. Nous avons reçu cette question de Barbara Simons-Schuwak qui dit « Y a-t-il plus de politiciens corrompus en Grèce que dans d'autres pays? Et si c'est le cas, pourquoi ?» En Grèce, il s'est développé à cause des partis, une sorte de clientélisme épouvantable. On ne vote plus pour un gouvernement qui fera des lois, qui guidera le parti. On vote pour ses propres intérêts. Qu'est-ce que ce député va nous apporter? C'est la pire des choses. Voilà. Donc, et les députés, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de satisfaire l'électorat. C'est la pire des démocraties. Voilà, c'est une sorte d'autre type de dictature. C'est ça qui doit changer. Et Alexis Tsipras a déclaré, et je le cite, que personne n'a le droit de diviser l'Europe. Mais vous ne trouvez pas que c'est une ironie plutôt tragique que s'il y a quelqu'un qui est en train de diviser l'Europe, c'est lui? Vous croyez que l'Europe est unie? L'Europe est divisée complètement. Chacun ses poussoirs. Regardez les Anglais, les Hollandais, chacun tire de son côté. C'est effrayant ce qui se passe en Europe. Et pourquoi? Parce que l'Europe n'a pas été faite sur des bases politiques. Tout au moins, elle a commencé avec Delors, et puis après, Barroso et tout ça, ils ont abandonné. Mais vous ne direz pas que Tsipras, il a divisé l'Europe avec ses propos, avec, avec le... En 5 mois. Eh ben, ça veut dire il amène la Grèce à la sortie de l'Europe. Non, c'est les Européens qui le mettent à la porte. C'est la part des deux. Écoutez, si l'Europe a été divisée à cause de Tsipras en 5 mois, c'est qu'elle n'était pas solide. Hein. Alors, qui seraient les alliés de la Grèce en Europe? Est-ce qu'elle a des alliés? La France. Vous pensez vraiment que la France est son allié? En grande partie. Le Premier ministre, le Président, et j'ai entendu d'autres hommes politiques hier qui ont parlé d'une manière très positive pour la Grèce. Mais les pays n'ont pas, les pays ont des intérêts, ils n'ont pas d'amitié, ils n'ont pas des alliés, vous savez, ils ont intérêt. Alors, exactement. Alors est-ce que vous pensez que le président François Hollande va choisir Athènes au-dessus de Berlin? Non, choisir, ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'il va essayer de trouver une solution entre les deux. Vous savez, dans les négociations, si on veut être correct, il ne peut pas y avoir des vainqueurs. Il faut toujours qu'il y ait un compromis des deux côtés et que les deux lâchent quelque chose pour qu'il y ait une bonne négociation. Sinon c'est la dictature du plus fort. C'est vrai que Mme Merkel a tous les pouvoirs en ce moment en Europe, donc ça veut dire que l'Europe n'est pas unie, puisqu'il y a un pouvoir. J'ai évoqué les alliés de Tsipras. Il y a des alliés assez étonnants. Et là, je pense à Marine Le Pen, la leader du Front National. Et il semble qu'Alexis Tsipras, peut-être sans le vouloir, mais il a joué dans le camp des eurosceptiques. Non. Il n'a pas joué dans le sens des eurosceptiques. Autant que je sache, il a surtout joué au sens du bien des Grecs. Alors, si quelques-uns s'en occupent, comme Mme Le Pen, comme M. Mélenchon et quelques autres, pour s'accrocher à lui, pour pouvoir dire des choses dans leur sens, et ça n'est pas de sa faute, hein, je crois. L'ancien ministre des Finances, Yanis Varoufakis. Il est presque devenu un icône. C'est un star de la politique. J'ai même lu qu'on le décrit comme le George Clooney du gouvernement. Ce qui n'est pas vraiment un parallèle très intéressant politiquement, hein, parce que Clooney c'est un acteur, lui c'est un homme politique, un homme financier. C'est les facilités des médias, ça. Pardon. Non, mais dites-moi, et qu'en pensez-vous alors? Vous pensez alors, si nous regardons à son sort, est-ce qu'il était sacrifié? Est-ce qu'il devait partir? Non, il devait sûrement partir parce que son image
auprès des Européens n'était pas bonne. Alors je ne sais pas si elle était justifiée ou pas. Alors, des éléments que j'ai, son blog que j'ai lu de temps en temps, elle n'est pas justifiée sans mauvaise image. Mais enfin, ça c'est une autre affaire. Mais pour continuer sa négociation, Tsipras a bien fait de le laisser partir. Et lorsque nous regardons ce qui se passe en Grèce, je l'ai évoqué au début, c'est presque comme un film. Et nous avons reçu une question de Malcolm Davey qui demande « Est-ce que le cinéma politique existe-t-il toujours ?» Parce qu'on le vit. Tous les cinémas sont politiques. C'est un philosophe français qui a dit ça et il a raison. Tous les films sont politiques. Où il y a de la politique dans tous les films, on peut les analyser politiquement. Parce que pourquoi? Parce qu'on s'adresse à des milliers, parfois des millions de personnes. Et là, c'est politique. C'est ça qui est politique. Alors, je vous demande d'imaginer Alexis Tsipras, Varoufakis, Angela Merkel, la chancelière allemande, Mario Draghi, le chef de la Banque centrale européenne, comme des personnages dans l'un de vos films. Quel rôle vous leur donnerez? Le rôle qu'ils ont dans la politique, hein. C'est ça. Il faudrait faire un film sûrement de ça. Peut-être il faut mettre aussi une partie de comédie. Et quel serait l'aspect de comédie, dites-moi? Pour faire sérieux et pour faire léger aussi, comme vous disiez avant. Pour faire rire aussi les gens, parce qu'ils ont des choses risibles aussi, tous ces gens-là. Et qu'est-ce qui peut nous faire rire alors, de ce qui se passe maintenant? Ah, écoutez, il faudrait que je mette avec une plume pour écrire. Mais parfois leur comportement, leurs mensonges, leurs contradictions. Ils disent une chose un jour et puis le lendemain, différent. Alors, votre dernier film est de 2012. Est-ce que ça vous inspire la situation que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que vous pensez faire un autre film sur ce qu'on vit maintenant? Non, je pense sûrement faire un autre film. J'y travaille d'ailleurs, mais pour la situation actuelle européenne, il faudrait avoir Charlie Chaplin, je crois, pour faire un film. Et finalement, vos films parlent de la réalité, des difficultés sociales, de l'abus du pouvoir. Quel regard portez-vous sur la société et ses dérives? La société aujourd'hui a une nouvelle religion qui est l'argent. Voilà. On ne pense plus qu'en soi-même et comment avoir plus de biens, de plus en plus de biens. Voilà. On pense de moins en moins aux autres. Voilà. Et comme je disais avant, nous sommes dans une société où il y a de plus en plus de riches, de plus en plus de pauvres. Est-ce qu'on peut accepter que cela continue? Moi, je pense qu'on ne peut pas, qu'il ne faut pas surtout. Costa Gavras, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Au revoir.